les garçons sont automatiquement ont une sévérité clinique automatiquement plus importante, mais on a remarqué que chez les filles, il peut y avoir des formes sévères. Ceci est lié au fait que l'inactivation du X sein est un peu aléatoire au niveau cellulaire et que lorsque le tissu est composé de cellules où le X muté est exprimé, dysfonction tissulaire et donc dysfonction d'organes. Cette accumulation va toucher une multitude de cellules, toutes les cellules du corps, notamment les cellules endothéliales et les cellules podocytaires qu'on va voir, ce qui donne à la pathologie un caractère multisystémique, une expression systémique. Si le déficit enzymatique est bien connu, l'expression clinique, en tout cas les tenants et aboutissants, sont un peu moins connus. On sait qu'il y a l'ischémie qui peut jouer un rôle, vu que la lumière se rétrécissant avec une atteinte que vous voyez ici au niveau des cellules endothéliales et cellules musculaires lisses, de la lumière des vaisseaux, mais il n'y a pas que. On va voir que cette expression clinique va être liée donc à l'accumulation. L'accumulation, l'âge, avec l'âge va augmenter. Selon le sexe, on a dit que les femmes étaient conductrices, mais pouvaient avoir une expression clinique très sévère. Les mutations également peuvent avoir une répercussion sur le phénotype clinique. On sait qu'il y a des variants qui sont à expression plutôt classique, donc multisystémique, et d'autres qui auront une expression qui peut avoir plutôt un variant rénal, où l'expression sera quasi exclusivement rénale, ou un variant cardiaque quasi exclusivement cardiaque. En termes d'activité de l'alpha-galactosidase A, ici vous voyez que autant chez le garçon l'activité est effondrée, autant chez les filles, il y a un spectre d'activité qui peut ressembler aux sujets normaux. Et donc ici, autant ces filles-là auront la même sévérité que les garçons, autant ici, on est dans une situation borderline où on peut avoir ce qu'on appelle un late onset Fabry. Ça veut dire qu'une expression clinique qui est retardée dans le temps. Ici, vous pouvez voir donc, chez la femme l'activité chez ces femmes-là, où on a une activité qui persiste mais qui est partielle, une atteinte qui sera en tout cas une expression qui se fera au niveau de la 3e et 4e décade. Et chez les garçons, autant dans la forme classique, ça commencera dans l'enfance, comme on va voir, mais on peut avoir également une atteinte qui va être liée à un seul organe, et ça c'est lié plutôt aux variants génétiques. Dans la forme classique, les manifestations commencent dès l'enfance avec des douleurs neuropathiques, des signes gastro-intestinaux qui empêchent une scolarité normale. Il y a des signes oculaires qui peuvent intervenir, notamment la cornée verticillée, les anévrismes, épiscléraux ou même rétiniens. Et ça va impacter la qualité de vie, comme vous pouvez le voir ici chez deux de nos patients. Le premier qui avait 30 ans au moment du diagnostic, le deuxième qui en avait 21. Lorsqu'on faisait le questionnaire SF36, on peut voir ici que, ici par rapport à 50 qui est un minimum en termes de qualité de vie, vous pouvez voir que pour la plupart des items, ils sont inférieurs à la normale. Les angiochératomes également, en sorte de taches purpuriques qui vont s'étendre à partir du caleçon, en caleçon plutôt, et puis s'étendre sur le tronc. Et vous avez ensuite l'atteinte rénale qui sera débutante très vite, déjà à partir de 9-10 ans. Cette maladie de Fabry va impacter l'espérance de vie, surtout chez les garçons, et en général, le plus souvent, on a des complications de 3 ordres, neurologique, cardiaque et rénale, avec une mortalité vers les 40 ans. Ici, chez les sujets décédés dans cette étude, on peut voir que autant chez les hommes, c'est plutôt des complications rénales qui étaient répertoriées, chez les femmes, c'était plutôt cardiaque, où 2/3 des femmes décédées de la maladie de Fabry avaient d'ores et déjà une complication cardiaque au moment du décès. La difficulté diagnostique tient au parcours de soins qui est le plus souvent difficile, surtout pour le cas index. C'est facile après de faire le testing de toute la famille. Et ce cas index, il y a un cas emblématique. En fait, c'est mon premier malade Fabry. C'est un monsieur qui est venu pour une exploration d'un purpura qui durait depuis des années, qui était fixe. Et qui, lorsqu'on fait l'anamnèse, on retrouve que sa maman était décédée très jeune, à 30 ans, d'une mort subite. Et puis lui avait déjà un parcours de santé assez riche avec plusieurs hospitalisations, comme vous pouvez le voir, 12 ans, 16 ans, 26 ans et 30 ans.
lorsqu'on fait ce diagnostic, je vous ai dit, c'est très facile d'aller vers sa famille pour essayer de voir. Ici, c'est une famille à forme classique. C'est un peu plus compliqué chez la deuxième famille qu'on a eu à traiter, qui est une famille à forme cardiaque, un variant cardiaque, où c'était une CMH qui était connue, traitée depuis plusieurs années, et qui a fait que les femmes, ici, 3 femmes en l'occurrence, avaient une CMH où le retard diagnostique c'était à peu près 12 ans. Donc suivi pour cardiomyopathie hypertrophique pendant 12 ans, et le diagnostic c'est à peu près, on a fait le diagnostic à l'âge de 46 ans pour la plus jeune, pour Malika. En termes d'atteinte cardiaque, ici on sait que sur le plan physiopathologique, l'accumulation dysfonction cellulaire, dysfonction d'organes n'explique pas tout. Il y a une inflammation qui ressemble à s'y méprendre avec celle de l'athérosclérose, où vous avez le lyso-Gb3 qui va être vu plutôt comme un antigène, et l'immunité innée va être un peu activée par le biais de TLR4, et donc ici toute une cascade où il va y avoir activation leucocytaire et tout, où on va avoir de la fibrose qui va être produite, et donc on va partir d'une hypertrophie cardiomyocytaire qui va aboutir avec le temps à une fibrose myocardique. Cette fibrose, vous imaginez, elle va empêcher le travail cardiaque. Ainsi, on a une histoire naturelle qui là aussi ressemble à cette hypertension où ça va très très vite, beaucoup plus vite. En une dizaine d'années, on va passer d'une dysfonction diastolique à une dysfonction systolique et une insuffisance cardiaque qui va s'installer, avec un risque rythmique très important chez les malades Fabry, et d'où la nécessité de faire le diagnostic avant l'apparition de la fibrose. Et c'est pour cela qu'on parle de pattern ou d'un phénotype chez les malades qui ont une HVG dans le Fabry. Ce pattern est reconnu à l'ECG. Ici, c'est une de nos malades, Nadia, qui a 50 ans, une HVG qui est très importante avec des troubles de la repolarisation systolique, avec un PR qui est court, qu'on retrouve chez le Fabry. Le PR court est très spécifique, mais il n'y a pas que ça. On a aussi un phénotype de troubles de la repolarisation avec des T négatives, surtout en inférieur. C'est ce qui a fait qu'on a développé un score prédictif de la maladie de Fabry à partir du moment où on a une HVG. Et ce score-là, lorsqu'on l'applique à nos patients, à nous, on voit que pour la famille, par exemple, la forme classique, très peu dépasse les 2, contrairement à ceux du variant cardiaque, vous voyez que c'est de l'ordre du 5 ou 6, même si c'est des femmes. Ici, le PR court, dernièrement, on a prouvé que autant le PR court était discriminant, mais encore plus discriminant, c'est le PQ, où celui-ci, lorsqu'il est inférieur à 40 millisecondes, pardon, et que devant une HVG, il était beaucoup plus prédictif de maladie de Fabry que le PR. Lorsqu'on fait l'échographie dans l'HVG, celle-ci est concentrique. Il y a dans le strain, lorsqu'on a la chance d'avoir embarqué sur la machine, le gradient est conservé, contrairement à l'amylose. Et puis il y a une HVG qui va toucher également le ventricule droit, qui, par rapport aux autres, notamment l'amylose, ne perd pas sa fonction systolique. Ici, à l'IRM, il y a également un phénotype particulier. En plus de l'HVG, il y a un rehaussement donc, qui est lié à la fibrose débutante. Celui-ci a un pattern particulier, il va toucher les segments basal en inférolatéral, avec un mapping en T1 qui est particulier aussi, qui est lié à une réduction du signal, et qui se voit surtout lorsqu'on a une surcharge en fer, donc l'hémochromatose, qui n'est pas reconnue comme un diagnostic différentiel dans le Fabry. Et par rapport aux autres, comme l'amylose ou la sténose aortique ou la CMH sarcomérique, vous pouvez voir qu'ici, le mapping T1, en tout cas la baisse du signal en T1, permet de discriminer en cas de CMH. Et donc là aussi, on a sur le plan fonctionnel, en termes de rehaussement, on a la même histoire que pour l'HTA notamment. Donc on a une perte d'abord de la fonction diastolique et ensuite de la fonction systolique qui correspond au rehaussement, à l'existence du rehaussement
au gadolinium. Ici, c'est une malade à nous. On voit que, bon, elle vient pour la CMH, c'est là où on fait le diagnostic en fait, de la maladie de Fabry. On voit que sur le GLS, il n'y a pas justement de perte de gradient. Il y a un petit défect ici en périphérie, avec une atteinte de la fonction longitudinale, avec une conservation donc, du gradient. Et lorsqu'on fait l'IRM, ici, on ne trouve pas de rehaussement. Donc typiquement, voilà une CMH, donc ici c'est Nadia, où la fibrose n'est pas encore installée, où les bénéfices thérapeutiques seront très bons. Sa sœur, Malika aussi, vous allez voir que sur la coupe ici, elle a une HVG qui est monstrueuse, qui ne permet pas d'avoir une fonction diastolique correcte. Et ici, idem, pas de fibrose. On a entendu M. Ibn Saouden vanter les bienfaits du NGS. Moi aussi, je vais les vanter aussi pour vous dire qu'en cas de CMH, justement, pour les panels, on a incorporé dans les CMH sarcomériques, les panels sarcomériques, on a incorporé le gène GLA et celui de l'amylose ATTR. Donc, toute personne, en Europe du moins, chez qui on demande un NGS pour rechercher une mutation sarcomérique, bénéficiera automatiquement de la recherche de maladie de Fabry et de l'amylose ATTR. Ici, c'est une histoire un peu plus complexe, où vous avez certes une atteinte cardiaque avec un épaississement de la valve mitrale, avec une petite insuffisance mitrale. Ça, c'est le cas index de la forme familiale de notre première famille. Et ici, sur le plan dysfonction en termes de cinétique, la cinétique était correcte et il n'y avait pas d'HVG. Il y avait juste un PR court, c'est monsieur qui avait le fameux purpura. Et lorsqu'on fait l'IRM, on découvre qu'il existe une hypokinésie avec un amincissement sévère et justement un remplacement fibrotique. Ici, il a 33 ans. Et après traitement, on a réussi à réduire l'hypokinésie. Bon, pas l'annuler, mais la réduire. Par contre, chez son cousin, qui avait 8 ans, qui était 8 ans plus jeune, où il y avait une petite hypokinésie, mais moins sévère que Mohamed, sans fibrose installée, parce qu'il n'y a pas de rehaussement. On a remarqué qu'après 3 ans seulement de traitement, les données d'IRM marquaient une amélioration de la cinétique segmentaire et globale. Sur le plan rénal, l'accumulation du GB3 va toucher également les cellules tubulaires, les cellules endothéliales, vasculaires et mésangiales, les myocytes plutôt vasculaires. Autant tubulaire, elle est irrégulière, autant elle est massive et diffuse au niveau glomérulaire, ce qui va engendrer avec le temps une insuffisance rénale terminale par ischémie ou bien lésion de sclérose segmentaire et focale au niveau glomérulaire. Mais il y a une particularité au niveau rénal, c'est le podocyte. C'est-à-dire que très tôt, le podocyte va être atteint et va donner une micro-albuminurie, une petite protéinurie qui commencera déjà à partir de 10 ans. Et c'est peut-être là la porte d'entrée pour diagnostiquer facilement les Fabry, a fortiori chez quelqu'un qui a comme antécédent une insuffisance rénale dans la famille. Ici donc, il y a le podocyte et les cellules endothéliales par l'ischémie jouent un rôle central dans la progression des lésions vers la sclérose glomérulaire. Lorsqu'on compare cellules endothéliales et podocytes, on voit que la cellule endothéliale va voir s'accumuler du GB3 beaucoup plus précocement et beaucoup plus sévèrement par rapport à la cellule endothéliale et beaucoup plus corrélée à l'âge que la cellule endothéliale. Les complications rénales ici semblent être, elles sont toujours infracliniques, mais constantes, débutant très tôt. Chez nos patients, bien qu'ils soient un peu âgés, entre 20 et 30 ans, on voit qu'il y a déjà une protéinurie, mais qui n'est pas très importante. Idem pour la famille où il y a un variant cardiaque, c'est pas très important. Pourtant, on sait que lorsqu'on traite les patients avec atteinte rénale, que ce soit au niveau de la créate, de la DFG ou bien de la protéinurie, plus tôt on traite, plus on stabilise les lésions et qu'on évite la sclérose. Ici, vous voyez qu'en termes de sclérose, que le glomérule soit à plus de 50%, à moins de 50% de sclérose en pourcentage, on voit bien que le bénéfice en termes de DFG est supérieur
lorsqu'on intervient avant que la sclérose ne s'installe. Sur le plan neurologique, en plus la surdité qu'on a retrouvée chez nous, surtout chez les patients en forme classique, ici on peut voir que c'est totalement effondré pour l'oreille gauche, pas chez ceux qui ont une atteinte cardiaque, le risque est celui en fait de l'AVC. Ainsi, on sait qu'un malade sur 3 aura un petit AVC ischémique, surtout en postérieur. Pourquoi en postérieur? Bon, il y a des gens qui se sont penchés sur la question. On parle d'ectasie plus fréquente au niveau vertébro-basilaire chez les malades Fabry, mais sans l'expliquer réellement. Lorsqu'on prend ici, comme dans cette étude allemande, les AVC qui sont dits cryptogénétiques et idiopathiques et qu'on décide de tester massivement pour la maladie de Fabry, on voit qu'il y a un pourcentage, notamment plus chez les hommes que chez les femmes, où il y a un Fabry qui est diagnostiqué. Lorsqu'on prend les AVC sujets jeunes, tout confondu, et pas ceux qui ont déjà bénéficié d'une exploration, c'est 1% des AVC qui sont liés au Fabry. Donc c'est un peu, même si ça paraît faible, 1%, mais si vous prenez les sujets jeunes et que vous testez, c'est quand même important pour cette maladie-là. On sait que dans le Fabry, il y a des lésions déminisantes qu'on peut retrouver, ici notamment chez Malika. Elles sont punctiformes, elles sont sustentorielles, elles sont nombreuses. On sait qu'elles sont présentes chez 2 tiers des patients. Leur présence est corrélée à la présence d'HVG, mais surtout prédisent, selon leur distribution et leur sévérité, le risque d'AVC. Ici, il y a une relation carrément linéaire avec le risque d'AVC. Ici, c'est le dernier patient qui a été mis sous traitement dans le service, et on voit que c'est un patient qui présente une atteinte rénale importante, chez qui, quand on fait l'IRM cardiaque, on trouve des lésions déminimisantes. Lorsqu'on fait l'IRM cardiaque, on voit qu'il y a une HVG qui est quand même importante. Pourquoi l'IRM cardiaque? Parce qu'elle paraissait très faible à l'écho, et pourtant, lorsqu'on fait l'IRM, on voit bien que la masse du VG est importante. C'est-à-dire qu'il y a un lien, bien sûr, entre les deux. Lorsqu'on traite, on stabilise, mais il n'y a pas de répercussions cliniques lorsque je parle des lésions déminisantes sur le traitement. Ainsi, dans la maladie de Fabry à forme classique, où vous avez l'accumulation qui va donner douleur neuropathique, hypohydrose, atteinte cornéenne, angiokératome, il y a la protéinurie avec hyperfiltration qui va donner une insuffisance rénale, il y a l'HVG, voire une CMH qui va donner une dysfonction diastolique avec un risque rythmique très important. Et il y a aussi les lésions déminisantes avec une atteinte vertébro-basilaire qui peut donner AIT et AVC. Ça, c'est ce qui fait toute la morbidité et la mortalité de la maladie de Fabry. La confirmation diagnostique chez les hommes est facile. C'est un phénotype, c'est une exploration phénotypique où on va tester l'activité, mais chez la femme, il faudra passer par un génotypage parce que cette activité, comme je vous l'ai dit, peut être quasi normale. Ainsi, les traitements, plus du traitement enzymatique, bien sûr qu'il y a un traitement symptomatique à donner, néphroprotecteur, protéinurie, on peut aller aux IEC et j'en passe. Mais en termes de qualité de vie, si je reprends le même questionnaire SF36 pour les patients traités, on voit qu'il y a un bénéfice notamment sur la qualité de vie des patients après déjà 12 ans de traitement. Le traitement maintenant, l'enzymo ou le traitement par substrat, à quel moment commencer? Pour le moment, on sait que les sujets de sexe masculin, il faudra les traiter, mais il s'agit ici de débuter le traitement le plus précocement possible. Et des gens se sont posé la question pour dire est-ce qu'on peut traiter des enfants en réduisant la dose. Il y a des études qui ont été faites en ce sens, notamment ici. Vous avez, en termes de clearance des cellules endothéliales, on voit qu'il y a un bénéfice à traiter à faible dose, donc moitié de la dose une fois par mois, ou bien moitié de la dose tous les 15 jours à traiter. Il y a un bénéfice sur l'atteinte rénale, on parle de protéinurie ici chez les enfants, après 10 ans de traitement, il y a un bénéfice à traiter précocement, et même sur la masse VG. Pour le moment, les recommandations ont dit sexe masculin, il faut traiter. Pour les enfants symptomatiques, on peut considérer le traitement à partir de 10 ans. Chez les filles,
on ne traite que les cas dits symptomatiques. En 2006, on parlait de protéinurie d'acro-paresthésie. En 2018, on parle de DFG-90, d'alvéolémie de podocytes. Ainsi, pour éviter le retard diagnostique et donc la perte de chance, on est tous concernés. Les pédiatres, néphro, cardio, neuro, RL internistes sont conviés à essayer de dépister dans la consultation les malades favoris. Et je vous remercie. Merci.